16 mars 1998, cimetière de Châteauneuf-sur-Cher près d'Orléans. Une petite fille dépose une rose blanche sur la tombe de son père Jean-Paul Zawadzki, major de l'armée de l'air, mort brutalement à l'âge de 39 ans seulement. Sa femme Nicole est anéantie par le chagrin. Autour d'elle, famille, collègues et amis sont venus nombreux rendre un dernier hommage à cet homme, décédé 5 jours plus tôt d'une bien mystérieuse maladie. C'est surtout l'incompréhension qui prédomine à l'occasion de cette cérémonie. C'était pas normal. Quand on connaissait le personnage et tout, c'était pas normal qu'il soit un grand plein de santé, qui est fort, costaud, je veux dire. Jean-Paul Zawadzki était chef mécanicien navigant à la base militaire de Brissy près d'Orléans. Ce fils d'immigrés polonais avait réalisé son rêve de jeunesse, intégrer l'armée de l'air. Collègues et amis ne tarissent pas d'éloges à son égard. C'était quelqu'un qui était décrit comme un ami fiable, sincère, fidèle. Et à chaque fois, il nous parlait de ce qui se passait en mission, quoi. C'était son dada. Il fait un job intéressant. Les jobs de chef mécanicien à bord des Transal, des Hercules, sont des jobs intéressants. En plus, il est sur une base très opérationnelle. Comblé sur le plan professionnel, le major Zawadzki l'était aussi dans sa vie privée. En 1979, il fait la connaissance de Nicole, un samedi soir dans une discothèque. C'est une charmante brunette, elle est secrétaire. Jean-Paul Zawadzki tombe sous son charme. Une sorte de coup de foudre, un petit peu entre les deux. Les choses vont aller très très vite, ils vont se marier très vite. Le major Zawadzki était profondément amoureux de sa femme. Et quelques années plus tard, en 88, ils auront une petite fille. À la fin des années 80, Jean-Paul Zawadzki et sa famille s'installent à Sougy, une petite commune située à une dizaine de kilomètres de la base aérienne. Le couple emménage dans cette maison qu'il a fait construire dans une rue paisible en bordure du village. Jean-Paul et Nicole vivent alors en parfaite harmonie, en tout cas en apparence. C'est un couple, pour le regard des autres en tout cas, qui présente une forme de bonheur absolu. De l'extérieur, il n'y avait rien à dire. On avait l'impression qu'ils s'entendaient très très bien. Il était très proche de son épouse. Un couple a priori sans histoire, malgré les absences répétées de Jean-Paul Zawadzki. Le major part régulièrement et pour plusieurs semaines en mission à l'étranger, et notamment en Afrique. Février 1998, le militaire rentre d'une mission au Gabon. Ce mois-là, la santé du major va soudainement se détériorer. Et une fois chez lui, l'homme se sent légèrement souffrant. Il rentre avec une petite bronchite, il a une toux, une mauvaise toux, il est souffrant, mais bon, pour cette force de la nature, ça semble pas être quelque chose d'important. A priori, rien d'alarmant. Jean-Paul prend du sirop pour se soigner. Mais il est tout de même inquiet car la toux continue. Et le major sait que l'armée est très stricte avec la santé de ses pilotes. Il avait peur, en fait, d'avoir attrapé ou contracté quelque chose en Afrique qui, éventuellement, lui interdirait de voler. Jean-Paul Zawadzki ne souhaite pas consulter un médecin militaire de peur de se retrouver arrêté et empêché d'effectuer une mission future. Donc il préfère se faire soigner dans le civil. Jean-Paul Zawadzki fait donc appel au médecin généraliste qui suit la famille depuis des années. Seulement malgré les médicaments qui lui sont prescrits, son état se dégrade rapidement. Son état s'arrange pas, il est pris de vomissements, il se sent pas bien. Le 8 mars 1998, le militaire semble en effet très malade. Et des témoins s'en souviennent. Ce jour-là, le couple reçoit des amis. Si Nicole apparaît joyeuse, ce n'est pas franchement le cas de son mari. Jean-Paul va les rejoindre dans le salon. Il traîne des pieds, visiblement épuisé.
Et curieusement, il porte des lunettes de soleil à l'intérieur de la maison, en plein mois de mars. Nicole ne semble pas s'en inquiéter et se veut rassurante. Mais leurs amis vont être stupéfaits de voir dans quel état se trouve le militaire. Il retire ses lunettes à la demande de ses amis et là, ils s'aperçoivent qu'il a les yeux complètement injectés de sang et il est vraiment au plus mal. Il avait l'air fatigué, il avait les yeux rouges. Ils ont vu à ce moment-là quelqu'un en extrêmement mauvaise santé, quoi. Cependant, à ce moment-là, personne n'imagine le drame qui va bientôt se produire. 3 jours passent, nous sommes le 11 mars 1998. Nicole et sa fille rentrent d'un déjeuner en ville. La jeune femme se rend directement dans la chambre de son mari pour prendre de ses nouvelles. Elle constate le décès de son mari, le décès de Jean-Paul, et elle va immédiatement appeler le médecin de famille qui va faire délivrer un certificat de décès sur lequel il mentionne mort naturelle. Ah bon, je me souviens, j'arrivais en voiture, on a vu le brancard sortir, c'est terrible. Hein, ma femme arrive, elle me dit c'est Jean-Paul qui est mort. Cette mort naturelle, un homme ne va pas y croire. C'est le colonel Gérard Ponce, commandant de la base aérienne de Brissy. Pour le supérieur hiérarchique du major Zawadzki, beaucoup trop de questions restent sans réponse. Il ne comprend pas comment ce type, qui était une force de la nature, qui faisait de la musculation, qui ne fumait pas, qui buvait quasiment pas, à part peut-être un verre de temps en temps. Comment se fait-il que M. Zawadzki, un sportif, un athlète, un homme très costaud, qui passait des visites médicales régulières en tant que navigant en armée de l'air. Comment, en un mois, il a pu passer de vie à trépas? Pour tenter de comprendre, le colonel Ponce va mener sa propre enquête. Et il ne va pas tarder à découvrir que de nombreuses rumeurs circulent à propos de la veuve Zawadzki. À Sougy, à l'annonce de la mort brutale du major, les habitants du village sont consternés. Et très vite, certains vont mettre en doute la sincérité du chagrin de l'épouse du militaire au lendemain des obsèques. Elle a pleuré pendant 1h30 comme une madeleine, c'était incroyable. Beaucoup de personnes ont trouvé qu'elle en faisait trop et que c'était des larmes de crocodile. Ils avaient le sentiment, on peut comprendre qu'une femme veuve pleure, mais ils avaient le sentiment qu'elle en faisait trop. La suspicion des habitants se renforce quelques jours plus tard. Après avoir joué la veuve éplorée, Nicole se transforme très vite en veuve joyeuse. Et le problème, c'est que dès le lendemain, elle montre une attitude totalement inverse. D'un côté, on a une veuve éplorée, et puis de l'autre, on a un comportement qui n'est pas du tout adapté avec les circonstances d'une femme qui perd un mari aimé. Et ce n'est pas tout. Les habitants de Sougy sont surpris par les dépenses extravagantes de Nicole. Par exemple, elle parade dans le village au volant d'une voiture de luxe rutilante, seulement 2 semaines après la mort de son mari. C'était choquant quand même, c'était quoi une histoire de 15 jours. Elle a acheté la dernière des BM. Il voit Nicole acheter une BMW flambant neuve à 18 000 €, changer le mobilier à l'intérieur de la maison. Elle a fait venir un paysagiste qui a passé 1 semaine à 3 ou 4 pour tout refaire. Alors que Jean-Paul, je peux vous dire, les allées, la pelouse, tout était entretenu, tout était propre, c'était bien. Alors pourquoi elle a fait ça, je ne sais pas. Comment expliquer que Nicole ait repris goût à la vie aussi rapidement? Le colonel Ponce va poursuivre son enquête et ne tarde pas, en interrogeant les voisins du couple Zawadzki, à apprendre que Nicole avait un amant. Nicole, on savait très bien que quelqu'un venait la voir. On voyait souvent la voiture, elle était sans arrêt chez elle, quoi. Un jour, il arrivait avec un bouquet de fleurs et tout ça, donc je veux dire, ça ne prête pas à confusion. Et avec le pauvre Jean-Paul Zawadzki, on va pas le savoir, hein, manifestement. Quand Jean-Paul était en mission, il était là tous les jours. L'amant de Nicole, à Sougy, tout le monde ou presque le connaît. Il s'agit du docteur Michel Trouillard-Perrault. C'est un médecin de campagne, installé à Orgères-en-Beauce, à quelques kilomètres de Sougy.
Le médecin jouit d'une excellente réputation dans la région. Michel Trouillard-Perrault était un excellent médecin. Extrêmement actif, très compétent. L'amant de Nicole est médecin, mais pas n'importe quel médecin, c'est le médecin de famille. Le médecin de la famille Zawadzki. Et c'est lui toujours, selon les voisins, qui a soigné le major lorsque celui-ci est brusquement tombé malade. C'est par le plus grand des hasards aussi celui qui a signé le permis d'inhumer, mais qui considérait que c'était une mort naturelle. Désormais, le colonel Ponce écarte définitivement l'hypothèse de la mort naturelle. Et le militaire s'interroge. L'amant de Nicole, le docteur Trouillard-Perrault, n'avait-il pas intérêt à faire disparaître le mari gênant? Et d'où vient cet argent que Nicole dépense au lendemain de la mort de son mari? Le colonel fait part aux gendarmes de ses soupçons. Le colonel Ponce, c'est lui qui va organiser l'enquête, c'est lui qui va lancer l'enquête. Le fait que ce soit cet homme qui mette dans la balance son poids, son autorité, son sérieux, c'est clair, va être complètement déterminant dans cette affaire. 4 mai 1998. Moins de 2 mois après le décès de Jean-Paul Zawadzki, une enquête est ouverte à la brigade de recherche d'Orléans. Dans un premier temps, les enquêteurs vont vérifier si les rumeurs d'infidélité de Nicole sont fondées. Et l'examen des relevés téléphoniques de la veuve et du docteur Trouillard-Perrault s'avère concluant. L'examen des relevés téléphoniques que nous avons aussitôt effectué montrait donc des appels téléphoniques aussi bien le jour que la nuit à des heures tardives. Et là, les gendarmes s'aperçoivent que la nature des relations entre Nicole et Michel Trouillard-Perrault est sans équivoque. Le 11 mars, par exemple, le jour du décès de Jean-Paul, Nicole a appelé son amant pas moins de 5 fois en l'espace d'une matinée. En tout, au mois de mars, Nicole l'a appelé 373 fois, plus d'une douzaine de fois par jour. Autre piste explorée par les gendarmes, l'argent. Nicole a dépensé sans compter, des dépenses qui paraissent d'autant plus extravagantes que les enquêteurs découvrent que le couple Zawadzki était criblé de dettes. Il se trouve que le couple était en difficulté financière au moment du décès de Jean-Paul. La maison était sur le point d'être saisie par la banque. Il y avait une dette très importante pour impayés. Ils avaient plus de 500 000 francs d'arriérés de paiement sur la maison. Alors question, d'où provient l'argent que Nicole a déboursé avec tant de facilité? L'enquête va révéler que la veuve a perçu les primes de 2 assurances-vie souscrites par son mari. Madame Zawadzki a touché un peu plus d'1 million et quelques de francs anciens. Cet argent, effectivement, va lui brûler les doigts, quoi. Avec ce million providentiel, Nicole a pu éponger sans difficulté les dettes sur la maison et améliorer son train de vie de façon spectaculaire. La jeune femme aurait donc eu tout intérêt à ce que son mari disparaisse. Désormais, les gendarmes en sont convaincus. Nicole et le médecin sont impliqués d'une façon ou d'une autre dans la mort de Jean-Paul Zawadzki. Reste donc à déterminer les causes exactes de son décès. 2 juin 1998. Sur décision du juge d'instruction, les gendarmes se rendent au cimetière de Châteauneuf-sur-Cher, là où est enterré Jean-Paul Zawadzki, pour procéder à l'exhumation de son corps. Et là, une visite complètement inattendue au cimetière va bouleverser le cours des opérations. Alors qu'ils vont procéder à l'exhumation du corps, ils vont trouver une femme à l'entrée du cimetière. Elle va leur demander ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont lui demander son nom et elle va leur dire qu'elle est Nicole Zawadzki. Évidemment, c'est la stupéfaction de part et d'autre d'ailleurs, parce qu'ils s'attendaient à tout sauf à ça. Il y a un moment de flottement dans ce cimetière. Les gendarmes vont lui expliquer. Elle pâlit et va se mettre à vomir pratiquement sur les souliers des gendarmes. Maintenant, Nicole sait que les enquêteurs ne croient pas à la mort naturelle de son mari. Les gendarmes sont pris au dépourvu.
Elle risque de foutre le camp, elle risque peut-être de communiquer avec son amant. Nous en avons fait état au magistrat qui nous a demandé de la placer immédiatement en garde à vue. Pour recueillir son témoignage, c'est-à-dire l'entendre sur des points de détail assez précis sur les derniers instants de vie de son mari. Lorsque nous avisons à Mme Nicole Zawadzki qu'elle est placée en garde à vue, elle ne comprend pas du tout le motif de ce placement. Son mari est décédé d'une mort naturelle, elle n'en sait pas plus, elle ne peut pas apporter d'éléments à notre enquête et elle nous dit que ça rajoute de la peine par rapport à ce qu'elle vient de subir. Malgré ses protestations, Nicole Zawadzki est conduite à la gendarmerie d'Orléans pour y être entendue. Le corps de son mari est quant à lui transporté à l'Institut médico-légal de Paris, où il va être autopsié. Ironie du calendrier ou ironie du sort, ce jour-là aussi était convoqué Michel Trouillard-Perrault, le médecin, pour qu'il s'explique sur procès-verbal, sur le diagnostic et sur enfin, ce qu'il a fait, pourquoi il a prescrit ça, et avoir quelques précisions d'ordre médical. Alors, lorsque nous commençons les auditions, aussi bien du docteur Trouillard-Perrault que celle de Nicole Zawadzki, ni l'un ni l'autre ne savent que le second se trouve dans un bureau annexe. Les interrogatoires sont menés par deux équipes différentes de gendarmes, dans deux bureaux différents, simultanément. Et les gendarmes vont mettre au point leur stratégie, poser les mêmes questions aux deux amants pour tenter de les confondre. D'un côté du couloir, le médecin de famille ne semble pas très à l'aise face aux questions qu'on lui pose. On le sentait un peu nerveux, on sentait qu'il avait quelque chose à dire, mais que c'était pas le bon moment. Les gendarmes pensent pouvoir faire craquer le docteur Trouillard-Perrault à un moment ou un autre. Question de patience. De l'autre côté du couloir, c'est une autre affaire. Nicole reste impassible. Elle paraissait tout à fait calme, maître d'elle, sûre de ses réponses, qui nous affirmait n'avoir rien à voir dans cette affaire-là. Elle n'est pour rien dans la mort de son mari, elle aimait son mari, point à la ligne. Cependant, quand les gendarmes évoquent dans leurs questions la liaison amoureuse que les deux suspects entretiennent, leurs réponses concordent parfaitement. Elle conteste toute relation sentimentale et ignore totalement les causes de la mort de son mari. De l'autre côté, Michel Trouillard-Perrault, lui aussi, dit qu'il n'a pas de relation particulière, privilégiée avec Nicole. Mais les enquêteurs en sont persuadés, les suspects mentent. Les relevés téléphoniques et les témoignages des voisins se rejoignent sur la nature de leur relation. Les gendarmes n'attendent qu'une chose, que l'un des deux suspects fasse une erreur, et cela ne va pas tarder. Ils vont demander à Nicole de faire le récit détaillé heure par heure de la journée du 11 mars 1998, le jour du décès de son époux. Et un détail a priori anodin dans sa déposition va attirer leur attention. Le médecin m'a dit que je pouvais m'absenter un peu. J'en ai profité pour amener ma fille en course. Nous sommes partis entre 11h30 et midi. Mon mari avait pris un petit déjeuner copieux et allait en profiter pour se reposer. Au cours de son audition, Nicole Zawadzki nous raconte donc la dernière matinée de son époux. Elle va jusqu'à prétendre donc que son mari était en parfaite santé le matin de sa mort, et il était tellement en parfaite santé qu'il avait avalé un énorme petit déjeuner. Un petit déjeuner copieux, alors que le major était très malade. Cela ne colle pas. Les gendarmes comprennent qu'ils tiennent là l'occasion rêvée de confronter Nicole à ses mensonges. Nous profitons que l'autopsie est en cours afin de communiquer ces éléments-là aux médecins légistes et aux collègues qui se trouvent sur place à IML à Paris, afin de vérifier si c'est faisable. Le médecin légiste s'empresse d'analyser le bol alimentaire du major. Et le résultat est sans appel, aucune trace d'un quelconque petit déjeuner. Il n'y a rien dans l'estomac, il n'y a rien de rien. Ce qui apparaît clairement aux médecins légistes, c'est que Jean-Paul Zawadzki était dans le coma depuis plusieurs heures au moment de sa mort.
Il ne pouvait pas prendre l'ombre d'un petit déjeuner ou même boire quelque chose, il dormait. Pour la première fois, les gendarmes viennent de prendre Nicole en flagrant délit de mensonge. Elle aurait inventé ce petit déjeuner pour faire croire aux enquêteurs que son mari allait bien le matin de sa mort. Mais pour quelle raison? La réponse va venir du bureau d'à côté, où les gendarmes qui interrogent Michel Trouillard-Perrault abattent une carte maîtresse. Ces derniers vont lui dire, écoutez, on a procédé à l'exhumation du corps, le corps actuellement est à l'Institut médico-légal de Paris, on va faire une autopsie et on va analyser les viscères, donc on va savoir exactement ce qui lui a été injecté, ce qu'il a ingurgité par voie orale, par voie intraveineuse, etc. etc. Il est médecin, hein, donc il sait qu'à partir du moment où le corps a été exhumé, il y aura des éléments probants qui porteront contre lui. Le docteur Trouillard-Perrault s'effondre. Il sait que désormais, il n'y a plus qu'une seule issue possible. Il se sent cerné, il sent qu'on va vite le mettre devant le fait accompli. Et il va dire, il va reconnaître qu'il était bien l'amant de Nicole. Par soulagement, nous dit exactement la version des faits et sa participation ainsi que Nicole Zawadzki au décès de M. Jean-Paul Zawadzki. C'est lui qui, par injection, après un mois de traitement qui n'avait rien à voir avec la maladie dont il souffrait, a fini par tuer Jean-Paul. Pendant 6 heures, Michel Trouillard-Perrault va tout raconter aux gendarmes, stupéfait. D'abord, son histoire amoureuse avec Nicole, et puis le stratagème machiavélique mis au point pour tuer Jean-Paul Zawadzki. Avant de rencontrer Nicole, le docteur Michel Trouillard-Perrault est un médecin respecté, mari fidèle, père de 3 enfants, un homme sans histoire. Une vie très sage, sans accroc. C'est le mari et le père modèle. Il a une vie lisse. Peut-être une vie où il s'ennuie d'ailleurs un petit peu, entre une femme, 3 enfants, ce métier. Ça manque peut-être un peu de relief. Au début des années 90, le médecin reçoit un coup de fil de Nicole qui se dit souffrante. Elle lui demande de venir l'ausculter à son domicile. La rencontre avec Nicole Zawadzki a lieu dans le cadre professionnel, hein, puisque c'est une patiente du docteur Trouillard-Perrault. À Sougy, le docteur trouve une femme seule. Nous sommes en pleine guerre du Golfe. Jean-Paul Zawadzki a été envoyé en mission en Arabie Saoudite pour de longs mois. Elle va le consulter la première fois, effectivement, alors que son mari n'est pas là. Elle se sent par ailleurs très seule, puisque son mari est souvent en mission, des missions longues à l'étranger. Peu à peu, le docteur Trouillard-Perrault devient le confident de Nicole. Elle trouve chez lui une oreille attentive. Parce qu'elle avait besoin de parler à quelqu'un, plus que pour se faire soigner en réalité. Hein. Donc ils ont pris l'habitude de se voir comme ça, de se voir souvent. Il était une sorte de réconfort pour elle. Au départ, elle, quand elle va le voir, il n'est pas question à ce moment-là pour elle de susciter un amour ou même d'éprouver un amour, une affection. Il n'est pas du tout question de ce type de choses. Elle va voir un médecin comme chacun va voir un médecin quand il a un problème médical. Au fil des consultations, Michel Trouillard-Perrault tombe sous le charme de sa patiente. Ils deviennent amants en 1994. Il y a eu un authentique coup de foudre. Lui, en fait, est tombé amoureux d'elle. C'est devenu très très vite quelque chose de très passionnel. Michel et Nicole ont pris l'habitude de s'appeler quotidiennement pour se donner des nouvelles. Mais un jour d'octobre 1994, alors que le médecin essaie de joindre sa maîtresse, elle ne répond pas. Alors il s'inquiète. Il prend sa voiture et se rend chez Nicole. En arrivant au pavillon, il trouve la jeune femme en état de choc. Il la trouve en pleurs, je crois qu'elle a le visage marqué, elle est vraiment pas bien. Il la trouve dans une situation qui est assez étonnante, où il parle
plus ou moins de crises d'épilepsie, de femmes qui est complètement tétanisée. Entre deux sanglots, Nicole finit par avouer qu'elle vit un calvaire depuis plusieurs années. Elle lui explique donc que Jean-Paul Zawadzki est un mari brutal, violent, dominateur. Je suis une femme battue. Mon mari abuse de moi sexuellement. Mon mari m'offre à ses amis. Elle lui explique notamment qu'il l'oblige à participer à des soirées où elle serait offerte à d'autres hommes, voilà, des films de ces soirées seraient réalisés, que si elle ne se plie pas à ses désirs, elle est directement menacée de mort. Elle lui a aussi raconté qu'elle avait été victime de violences par arme, qu'il lui avait tiré dessus, qu'il l'avait ratée. Hein, mais tout de même, elle portait la trace d'une balle avec un énorme pansement qui était posé, si mes souvenirs sont exacts, sur le bras. Dès lors, quand son mari rentre de mission, Nicole assaille son amant de coups de fil, jour et nuit. Des appels à l'aide désespérés, où elle relate en détail le cauchemar dont elle est victime. Michel Trouillard-Perrault, à son cabinet, recevait un coup de fil de Nicole Prévost lui disant « Je viens encore à l'instant de me faire violenter, violer ». Il laissait tout sur le champ, il partait. Et la nuit, son esprit était mobilisé par les appels incessants de Nicole Zawadzki. Le docteur croit sa maîtresse sur parole. D'autant qu'une autre personne reçoit les confidences de Nicole, c'est l'une de ses tantes. Par l'intervention de cette tante Julie, le docteur Trouillard-Perrault se trouvait donc conforté dans ce que lui racontait Nicole Zawadzki. Tante Julie confirme point par point tout ce que Nicole avait dit à son amant. Les viols, les coups, il m'a tiré dessus, il lui a tiré dessus, etc. Même la petite fille du couple Zawadzki témoigne de façon accablante des violences subies par sa mère. Régulièrement, le docteur Trouillard-Perrault trouvait sur son bureau, si vous voulez, des dessins d'enfants. Ces dessins, souvent, illustraient donc sa mère victime de violences. Lui-même, le docteur Trouillard-Perrault, était figuré donc, avec sa barbe. Puis un petit mot en dessous, écrit de façon enfantine, où elle supplie en gros le docteur Trouillard-Perrault de sauver sa maman et que son papa est méchant. Maman est battue, malade, martyrisée, et toi, viens la sauver. Nicole est aux abois. Elle ne sait plus que faire pour mettre fin à son calvaire. Elle a épuisé tous les recours légaux, sans succès. Lui a eu le réflexe, le médecin, de dire que toute personne censée aurait dit « Mais tu as porté plainte, il faut porter plainte. » « Non, j'ai déjà porté plainte, répondait-elle, j'ai déjà porté plainte, ça ne sert à rien, ça n'avance pas. » Elle lui dit même qu'elle a engagé une procédure de divorce et qu'elle ne peut pas faire plus que ce qu'elle a fait. Et puis, finalement, elle a laissé entendre, parce qu'effectivement la plainte n'était pas suivie des faits, parce que toutes les voies étaient fermées, et que l'appel à l'aide à l'extérieur était également fermé, que personne n'était susceptible de l'aider, sauf lui. Le médecin ne supporte plus de voir sa maîtresse souffrir, subir des sévices sexuels à la merci d'un mari sadique. Et c'est alors qu'une idée radicale va germer dans son esprit. Son sentiment, en tout cas, à ce moment-là, c'est que cette femme qu'il aime est en danger. On lui a tiré dessus, sexuellement, on lui fait faire des choses qui sont inadmissibles, et un peu naturellement, il s'érige en sauveur. Il n'y avait plus aucun moyen d'autre pour la sauver que d'éliminer le mari. Il faut tuer Jean-Paul qui maltraite Nicole. Alors, le médecin fait part à Nicole d'un stratagème machiavélique pour se débarrasser. À partir du moment où ils l'ont décidé, l'un comme l'autre sont dans l'intention de le tuer. En salle d'interrogatoire, c'est la stupéfaction. Le docteur Trouillard-Perrault vient d'avouer aux gendarmes d'Orléans le meurtre de Jean-Paul Zawadzki. Et il va maintenant leur expliquer point par point le plan échafaudé avec Nicole pour parvenir à leur fin. Il va décrire, avec une précision presque d'horloger suisse,
les conditions dans lesquelles il va préparer les médicaments destinés à tuer le major Zavatsky. Tout commence le 10 février 1998. Jean-Paul Zavatsky rentre d'une mission au Gabon et il souffre d'une légère toux. Les amants voient là l'occasion rêvée pour exécuter leur plan macabre. L'idée du couple d'amants, c'était de lui donner des produits qui l'endormiraient de manière très profonde, de façon à pouvoir lui injecter du chlorure de potassium. L'avantage du chlorure de potassium, c'est qu'il est endogène, c'est-à-dire qu'on le fabrique, le corps le fabrique naturellement, et il est indétectable lors d'une autopsie. C'est un produit qui à faible dose est parfaitement inoffensif, on en trouve dans nos aliments d'ailleurs, c'est du sel, hein. Ça a un peu les mêmes fonctions que le sel, mais qui à très haute dose, en revanche, s'avère mortel. Seulement pour que leur plan fonctionne correctement, Jean-Paul Zavatsky ne doit se rendre compte de rien. Alors le médecin va trafiquer les médicaments contre la toux prescrits au major. Donc il lui donne un sirop. Mais ce sirop, il va le modifier, il va y ajouter des puissants neuroleptiques. Contre toute attente, Jean-Paul Zavatsky résiste, car c'est un homme robuste. Le cocktail médicamenteux n'a sur lui aucun effet. Donc il ne s'endort pas. Donc il est bien embêté, le docteur Michel Trouillard-Perrault, parce qu'il a sa seringue qui est prête là pour faire l'injection fatale, mais l'autre ne dort pas. 2 jours plus tard, le 12 février, le médecin confectionne alors une nouvelle potion empoisonnée pour clouer au lit le major. Là encore, Jean-Paul Zavatsky n'y voit que du feu. Il croit que sa femme lui donne un traitement normal. Ils vont jusqu'à prendre les vrais médicaments, à ouvrir les gélules, à les vider, et à les re-remplir avec un autre médicament. Il lui met une dose de vitamine de cheval qui provoque une coagulation et qui a pour conséquence les fameux yeux rouges. Ils vont même effectivement à un moment lui administrer un produit qui est normalement réservé au sevrage des alcooliques, qui, si vous ingérez de l'alcool, provoque des nausées et des malaises extrêmement importants. C'est comme cela que l'état de santé du major se dégrade de plus en plus. Il s'en plaint d'ailleurs à son épouse et commence même à douter du diagnostic du docteur Trouillard-Perrault. Jean-Paul réclame un autre médecin et Nicole panique. Elle voit son plan s'effondrer si jamais, par extraordinaire, Michel Trouillard-Perrault n'ait été remplacé par un autre médecin, tout capote. Alors, pour duper le malade, le couple diabolique met au point un subterfuge. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le docteur Trouillard-Perrault va se grimer pour se faire passer pour un autre médecin. Il va, alors qu'il porte la barbe, la couper, il va modifier ses lunettes, il va jusqu'à ne pas parler pour que sa voix ne soit pas reconnue. Il va faire fermer les volets de la chambre afin de pouvoir passer plus inaperçu auprès de Jean-Paul Zavatsky et que celui-ci pense que ce n'est plus le médecin de famille qui le soigne, mais un autre médecin. On est effectivement dans une mise en scène qui est assez théâtrale. Affaibli, Jean-Paul Zavatsky ne se rend compte de rien. Mais ce nouveau faux médecin ne fait pas de miracle. Cela fait déjà une semaine que le militaire résiste. Alors le docteur Trouillard-Perrault revient au chevet du malade. Cette fois-ci, l'amant décide de lui administrer des médicaments aux effets dévastateurs. Il va lui administrer des produits qui vont agir sur le cœur, des antiarythmiques, des bêta-bloquants, qui sont des produits qui ralentissent le rythme cardiaque, qu'on donne aux personnes qui ont de vrais problèmes, aux personnes âgées en général, puis à des doses, sont des doses extrêmement importantes. Jour après jour, le médecin vient surveiller les effets de son cocktail explosif. Le major Zavatsky meurt à petit feu. Il venait vérifier, il prenait le pouls, il modifiait la posologie, il changeait le traitement destiné effectivement à le tuer, mais cela prenait du temps. Ils vont lui administrer toutes sortes de médicaments dans le but de l'affaiblir, dans le but de l'endormir, sans y parvenir, pour finalement le faire tomber dans le coma. C'est la chute, la chute, la chute, la chute, la chute, ça descend, ça descend, ça descend, son état de santé ne cesse de s'aggraver. En gros, plus il voit le médecin, plus il est malade. Dans la nuit du 10 mars,
1 mois après le début de l'empoisonnement, Nicole est réveillée par les râles de son mari, agonisant. Pressée d'en finir, elle appelle le docteur Trouillard-Perrault, son amant. Elle va le harceler. Pendant la période d'agonie aussi, elle va le harceler. D'ailleurs, les dernières heures de Jean-Paul Zawadzki, c'est typiquement ça, effectivement. Elle le rappelle en pleine nuit parce qu'elle en a marre, parce qu'elle ne supporte plus ses ronflements. Enfin, ça paraît complètement hallucinant, quoi. Le médecin répond qu'il passera le lendemain dans la matinée. Le 11 mars 1998, le docteur Trouillard-Perrault injecte à Jean-Paul Zawadzki une dose d'insuline qui va faire baisser son taux de sucre et le plonger dans le coma. C'est cette dernière dose d'insuline qui va avoir raison de sa vie. Et alors qu'il ne reste au major que quelques heures à vivre, le médecin invite Nicole et sa petite fille à déjeuner chez lui, comme si de rien n'était. Quand Nicole et sa petite rentrent chez elle, vers 14h30, Jean-Paul Zawadzki est mort. C'est la fin du plan, en fait. Elle n'a plus qu'à appeler Michel Trouillard à ce moment-là pour qu'il vienne constater la mort de Jean-Paul Zawadzki. Il est 4h du matin, le 3 juin 1998, quand Michel Trouillard-Perrault termine ses stupéfiantes révélations. On le sent plus serein et, comme il dit, c'est un poids qui est enlevé de sa conscience. Le docteur Michel Trouillard-Perrault semble soulagé. Je crois qu'il avait besoin de vider sa conscience, de soulager sa conscience, de vider son sac, de se confier. Je crois qu'il a fait quelque chose qui l'a complètement dépassé. Il l'a fait par amour, incontestablement. Il l'a fait par aveuglement amoureux. Dans le bureau voisin, les gendarmes vont confronter Nicole Zawadzki aux aveux de son amant. Mais la femme du major n'en est pas pour autant déstabilisée. Elle va même contre-attaquer. En garde à vue, elle va continuer à affabuler, à inventer des histoires. Elle va tout contester. Et puis surtout, au bout d'un moment, comme les questions des gendarmes deviennent plus précises, puis les gendarmes ont des éléments, peuvent la placer face à ces contradictions, que les choses deviennent plus difficiles. À un moment, le seul moyen pour elle de s'en sortir, ça va être de charger Michel Trouillard. La version de Nicole Zawadzki, c'est d'indiquer qu'elle était en présence, qu'elle avait bien noué une relation, une liaison avec Michel Trouillard-Perrault, que celui-ci était devenu de plus en plus envahissant, et que finalement c'est lui qui avait voulu évincer un mari gênant. Nicole Zawadzki a beau nier, les gendarmes ont forgé leurs convictions. Les deux amants sont immédiatement mis en examen pour empoisonnement. Les enquêteurs vont alors entreprendre de vérifier point par point toutes les révélations du docteur Trouillard-Perrault. Ils cherchent notamment à récupérer les plaintes pour coups et blessures déposées contre le major et la demande de divorce que Nicole a dit avoir entamée. La réalité, c'est qu'elle n'avait pas déposé plainte. De même, elle indiquait au docteur Trouillard-Perrault qu'elle avait engagé une procédure de divorce. C'était faux. Ce n'était que simple fantaisie de Nicole Zawadzki. Alors, Nicole a-t-elle réellement été victime de violences de son mari? Les gendarmes interrogent un témoin privilégié, la propre fille du couple Zawadzki. Et ce qu'elle raconte va totalement à l'encontre des déclarations de sa mère. Elle avait d'ailleurs extrêmement clairement indiqué que maman mentait beaucoup, que maman racontait beaucoup d'histoires. Elle a décrit son papa comme quelqu'un de très paternel, de très gentil, très calme, n'élevant rarement la voix, n'ayant jamais de gestes déplacés ni envers elle ni envers sa mère. Quand on évoquait les scènes de violence où le major était censé casser les meubles, battre sa femme et sa fille, la petite décrivait qu'au contraire c'était maman qui cassait les assiettes et que c'était papa qui pleurait. Dans ce cas, pourquoi la petite fille aurait-elle envoyé des dessins au docteur Trouillard-Perrault pour lui demander de sauver sa maman?
les esquisses de la fillette sont retrouvées au domicile du médecin et expertisées par un graphologue. Et ses conclusions sont édifiantes. Et cette petite n'a jamais écrit ça. Et là encore, cette œuvre d'art qu'a reçue le docteur Michel Trouillard-Perrault venait de la main de Nicole. Elle va en fait elle-même créer, dessiner des dessins d'enfants, dont les expertises graphologiques révéleront que c'est elle qui les a réalisés et pas sa fille. C'était elle qui imitait sa fille et qui faisait ce dessin. Vous savez, par exemple, je t'aime comme un papa ou des choses comme ça. Toujours est-il, et c'est là l'essentiel, il va croire que ces dessins sont vrais, sont authentiques, et il va les prendre effectivement comme des appels de détresse, des appels au secours envoyés par cet enfant. Et là, Nicole Zawadzki sait très bien ce qu'elle fait, elle joue sur la corde sensible, en l'occurrence. Et ce n'est pas tout. Les gendarmes vont encore une fois tomber des nues quand ils se lancent à la recherche de la tante de Nicole, la tante Julie, qui téléphonait au médecin pour lui confirmer que sa nièce vivait un enfer. Ils vont chercher tante Julie. Et le problème, c'est qu'elle n'existe pas, tante Julie. Personne dans la famille et dans l'entourage de Nicole Zawadzki ou de Jean-Paul Zawadzki ne connaissait une tante Julie, et aucun membre de la famille ne portait ce prénom-là. Et en fait, c'est Nicole Zawadzki qui va maquiller sa voix et qui va appeler au téléphone, effectivement, se faire passer pour cette tante Julie, appeler Michel Trouillard et achever complètement de convaincre le médecin qu'il a quelque chose à faire pour cette femme. Pas de tante Julie, pas de plainte pour violence déposée, aucune procédure de divorce engagée, ni d'appel à l'aide de la petite fille du couple. En réalité, Nicole Zawadzki a tout inventé. C'est un petit peu comme une toile d'araignée qu'elle a tissée peu à peu, de façon méthodique. Elle allait crescendo dans les histoires. Quand elle se rendait compte qu'on n'attachait pas importance à ce qu'elle disait, il fallait toujours quelque chose qui soit au-dessus d'eux, au point de raconter des choses qui sont du domaine de la folie pure. Ce sont des choses qui n'ont jamais existé, des choses toujours théâtralisées. Michel Trouillard-Perrault a pourtant cru tous les mensonges de sa maîtresse. Pour les enquêteurs, le docteur, aveuglé par son amour pour Nicole, a été manipulé au point de faire mourir à petit feu Jean-Paul Zawadzki. Il est totalement évident que la relation amoureuse, le sentiment également d'avoir à sauver cette femme des griffes d'un homme qui manifestement faisait peser sur elle un grand danger, vont totalement altérer son discernement. Ce médecin qui est censé protéger la vie s'est organisé à donner la mort. Le couple d'amants est renvoyé devant la cour d'assises du Loiret en juin 2001, 3 ans après leur arrestation, pour répondre du chef d'empoisonnement avec préméditation. L'actualité aujourd'hui, c'est l'ouverture du procès des amants diaboliques devant la cour d'assises du Loiret. Une femme et son amant sont accusés d'avoir tué à petit feu le mari devenu gênant. Et ce jour-là, il y a foule au palais de justice. Tout le monde veut voir ceux que la presse appelle déjà les amants diaboliques. C'était une affaire, véritable roman policier. Il faut beaucoup d'imagination. Ça rentre vraiment dans la catégorie des grands polars. Tous les éléments sont là. On a un notable local installé, l'armée, les militaires vont venir témoigner également lors de ce procès. Une femme qui, en apparence, n'a rien d'une meurtrière, confrontée à une femme qui fait honnête mère de famille moyenne française. Dès le début du procès, dans le box des accusés, les deux anciens amants s'opposent. Les deux versions étaient radicalement différentes et les deux systèmes de défense aussi. Lui qui reconnaît les faits, elle les conteste. D'un côté, le docteur Trouillard-Perrault apparaît serein. Il reconnaît tous les faits qui lui sont reprochés sans sourciller. Il est d'une dignité quand même remarquable. Remarquable. Il assume. C'était un moyen de défense qui avait été choisi par un homme intelligent. Reconnaître pour payer moins cher. De l'autre, Nicole, le regard noir, nie farouchement toute implication dans la mort de son mari
et récuse toutes les accusations portées par le docteur. Elle a tout nié avec un aplomb extraordinaire. Elle dit qu'elle n'a pas été la maîtresse du docteur Michel Trouillard-Perrault. Et cet homme qui a été si proche d'elle pendant quelques années de sa vie, à l'audience devant la cour d'assises, elle l'appelle soit monsieur, soit docteur. Et Nicole Zawadzki devant une salle médusée, sans faire dans ses mensonges les plus invraisemblables. Elle, encore à l'audience, affirme que tante Julie existe. Sa propre mère vient dire que tante Julie n'existe pas. Et tout est comme ça. Elle est grotesque, à ce moment-là, il faut le dire objectivement, bien sûr. Mais parce que cet aplomb est extraordinaire. Voilà. Lui mettez un canard rouge devant les yeux, si elle décide de lui dire que c'est une vache verte, c'est une vache verte. Devant les incohérences que Nicole soulève, par moments, c'est hilarité dans la salle d'audience. Le public se rend compte que ce qu'elle raconte, c'est complètement à côté de la plaque. La seule qui ne s'en rend pas compte, c'est Nicole Zawadzki. Le 22 juin 2001, après seulement 3 jours de procès, le verdict tombe. Michel Trouillard-Perrault écope de 20 ans de réclusion, Nicole Zawadzki de 25 ans. Parce qu'il a tué, parce qu'il est le bras armé, parce qu'il est le médecin, parce qu'il savait ce qu'il faisait, il aurait mérité autant ou peut-être plus. Mais en réalité, il ressort de ce procès, il ressort de cette histoire. C'est en tout cas ce que les jurés ont probablement compris, que c'est elle qui avait tout manigancé, qui avait tout préparé, qui a armé le bras au bout de laquelle se trouvait la seringue. Alors que le docteur accepte le verdict, Nicole Zawadzki fait immédiatement appel. En mars 2002, le deuxième procès s'ouvre à Tours. Nicole Zawadzki maintient la même ligne de défense. La sanction tombe. Ils lui ont donné une petite prime pour le dérangement et ils lui ont collé 3 ans de plus. Grâce aux remises de peine, les amants diaboliques sont aujourd'hui libres. Le docteur est sorti après 9 ans de détention, Nicole après 12 ans. Michel Trouillard-Perrault a été radié de l'ordre des médecins. Il n'a plus jamais revu son ancienne maîtresse.